Et on va passer du coup au management. Et pour en parler, j'invite à nous rejoindre Pierre Lamblin, directeur d'études à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci d'être avec nous. Émilie Comte, directrice des ressources humaines au groupe Le Monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Sophie Prunier-Poulmer, vous êtes maître de conférences en psychologie du travail et en ergonomie à Paris-Nanterre. Et Maxime Legrand, vous êtes toujours secrétaire national au CFE-CGC. Ça n'a pas changé entre les deux panels. Donc là, on a beaucoup parlé du télétravail qui fait maintenant partie intégrante en fait du quotidien des managers. Et ce qu'on voit en fait dans ces études aussi, c'est qu'il y a des questions qui reviennent, des problématiques qui peut-être ont été exacerbées par le télétravail, mais qui finalement étaient déjà présentes. Et là, je pense notamment aux besoins ou à la demande de formation. Je pense aussi à ce besoin ou à cette envie de meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je pense aussi à toutes les critiques qu'il peut y avoir sur l'omniprésence de reporting, faire remonter toujours plus d'informations à sa hiérarchie. Pierre Lamblin, dans cette étude et même dans les études que vous avez aussi menées à l'APEC, on apprend que les cadres veulent davantage à la fois d'autonomie et de confiance. Ça, c'est quelque chose qui est exacerbé avec le télétravail, mais c'est aussi quelque chose qui est déjà là depuis un moment, non? Oui. Alors bonsoir à toutes et à tous déjà. Je remercie la CFE-CGC d'avoir invité l'APEC justement pour apporter un éclairage au travers de nos études, puisqu'on commence à avoir un recul suffisant, puisque nous avons installé un baromètre annuel sur les pratiques managériales depuis l'avant-crise sanitaire, donc depuis 2019. Donc on voit l'évolution des pratiques et aussi des attentes exprimées par les directions et aussi les collaborateurs à l'égard des managers. Et je vais répondre à votre question en deux temps. D'une part, quelles sont aujourd'hui les attentes prioritaires justement exprimées par ces directions, mais aussi les collaborateurs à l'égard des managers. Et on constate une certaine stabilité dans les attentes qui sont dites prioritaires, à savoir qu'attendent les directions, c'est que les managers assurent une production de qualité, mais aussi atteignent les objectifs visés. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Et les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les managers leur accordent davantage de reconnaissance et valorisent davantage leur travail. Ça, c'est vraiment ce qui apparaît en premier et qui reste de très loin la première attente. En revanche, il y a d'autres attentes qui ont évolué dans ce qu'expriment à la fois les directions et les collaborateurs. Les directions, ça se concentre autour des fondamentaux, autour de l'équipe. Donc c'est fédérer l'équipe, c'est motiver les collaborateurs, mais aussi développer les compétences. Ça a été souligné par François tout à l'heure quand il évoque l'apprentissage. Le sujet compétences est fondamental aujourd'hui. Il apparaît aussi bien de la part des directions, mais bien évidemment de la part des collaborateurs. Dans un environnement qui est en constant changement, et on n'a pas encore évoqué le terme IAG, donc les intelligences artificielles génératives, qui vont bousculer beaucoup la donne. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois et il y aura encore beaucoup de changements. Et côté collaborateurs, les attentes, pas les nouvelles attentes, mais celles qui ont progressé, c'est et je converge tout à fait avec ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, sur non pas donner du sens au travail, mais travailler collectivement la façon de construire du sens dans son travail. J'adhère complètement à cela. Mais c'est aussi instaurer une bonne ambiance de travail, une meilleure ambiance de travail et aussi développer les compétences. Voilà. Après, qu'en est-il de l'évolution des pratiques telles qu'elles sont observées à la fois par les managers et aussi par les managés? Donc, en fait, les managers, on s'aperçoit qu'en l'espace de 3 ans, ils délèguent davantage, laissent davantage d'autonomie à leurs collaborateurs, donc quelque part leur font davantage confiance. J'ai tendance à dire qu'en tant que manager d'une quarantaine de personnes dans ma direction des études, elles
se décrète pas, la confiance. Elle se construit. Elle se construit avec le temps, avec de l'écoute, beaucoup de disponibilité. Enfin, ça, c'est le basique des basiques. Hein. Ce n'est pas nouveau. Hein. Indépendamment du télétravail, c'est ce qu'attendent tout collaborateur, que le manager soit disponible, qu'il soit en présentiel ou à distance, qu'on puisse l'appeler à tout moment, si besoin, pour solutionner, pour lui apporter des conseils. Les managers adaptent davantage leur management à chaque collaborateur. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit bien ce souci de suivi individuel tout en maintenant une gestion d'un collectif. Hein. Puisqu'on le sait, les managers sont confrontés à des injonctions qui sont difficiles à concilier. Donc, justement, comment je place le curseur intelligemment et ça peut varier selon les instants entre ce suivi individuel que réclame tout collaborateur et cette gestion du collectif. Les managers impliquent plus leurs collaborateurs dans les décisions, ils expliquent davantage leurs décisions et celles de l'entreprise et ils se soucient plus de la qualité de vie de leurs collaborateurs. Ils en sont plus soucieux et j'aimerais souligner que les facteurs qui aujourd'hui sont essentiels aux yeux des cadres quand ils rejoignent une entreprise. C'est quoi? Le premier critère, c'est la rémunération. Bon, vous allez me dire, ça c'est logique dans un contexte d'hyperinflation qu'on a connu, mais ça reste le critère numéro 1. Après, c'est bien sûr l'intérêt d'une mission qu'on a dans son job, mais aussi les conditions de travail. Et dans les conditions de travail, il y a l'ambiance de travail, il y a le télétravail. Et je rebondis par rapport à ce qui a dit tout à l'heure. Bon, les cadres ne souhaitent pas de retour en arrière. Ils sont catégoriques. Hein. Un cadre sur deux ne rejoindrait pas une entreprise qui ne propose pas de solution de télétravail aujourd'hui. Et vous en avez aussi la même proportion qui quitterait l'entreprise si elle venait à supprimer le télétravail. Donc on voit bien que c'est bien installé. Et quand on entend certains dire que c'est un non-sujet, non, c'est un sujet qui est bien installé. Pour autant, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bons outils pour cela, pour permettre justement que tout se passe bien. Comme a dit l'avocat tout à l'heure, que c'est pas parce qu'on est tous en télétravail que ça se passe mal, pour autant. Voilà. Et j'insisterai sur ces injonctions qui sont difficiles à concilier, puisque j'évoquais donc cette conciliation suivi individuel et collectif. Mais il y en a d'autres. Hein. C'est comment je concilie souplesse, autorité, performance et bien-être, autonomie et contrôle. Voilà, je laisse de l'autonomie, mais il faut aussi que je veille à contrôler suffisamment l'avancement des travaux, etc., en posant des jalons, etc. Donc il y a des méthodes, bien évidemment. Il y a de l'accompagnement, des formations que réclament les managers aujourd'hui. Ils nous expriment ne pas être suffisamment accompagnés, formés à tout cela, et surtout, ils expriment ne pas pouvoir suffisamment dégager de temps pour animer de bonne façon le collectif, mais aussi se former à tous les outils, etc. Voilà, sachez que seulement 45% des managers ont bénéficié d'une formation durant les 3 dernières années. Bon, ça peut surprendre. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'attendent pas le plan de formation annuel, ils s'auto-forment donc, par eux-mêmes. Voilà. Et enfin, la dernière conciliation, c'est celle entre le temps réflexif et l'action, justement. Voilà, donc, en fait, c'est un jeu de dilemmes auxquels font face ces managers pour répondre aussi au mieux à la fois aux attentes des directions et à celles de leurs collaborateurs. Voilà en quelques mots, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci. Émilie Comte, avant, on disait que le télétravail avait exacerbé peut-être ou révélé des problématiques ou des situations qui étaient déjà là avant et qui sont encore là aujourd'hui. Vous, dans le groupe Le Monde, est-ce que vous avez remarqué, avec la généralisation du télétravail pendant la pandémie, que les managers qui peut-être étaient les plus à l'aise en présentiel étaient aussi ceux qui s'en sortaient le mieux à distance, et inversement pour ceux qui ont des difficultés pour manager? Bonjour à toutes et à tous. Juste en introduction, le groupe Le Monde, c'est évidemment un groupe de presse, mais c'est le quotidien Le Monde, mais c'est aussi des magazines, Télérama et Courrier International notamment. Et c'est un peu plus de 900 journalistes et un peu moins de 500 fonctions dites support. Donc voilà, toutes
toutes les salariés qui accompagnent les rédactions pour qu'elles fassent au mieux leur job. Alors le management, c'est un vaste sujet que nous avons pris à bras-le-corps avant le Covid, parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on avait besoin de professionnaliser nos managers. Et effectivement, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que le télétravail massif que nous avons connu au moment des confinements a eu un effet loupe sur le management. C'est que ceux qui étaient très bons avant sont restés très bons, globalement. Ceux qui étaient moins bons ont été en difficulté. Et on a énormément travaillé pour accompagner évidemment ceux qui étaient aussi très bons parce qu'il a fallu retrouver des repères et pour suraccompagner ceux qui étaient en difficulté. Mais on a été peu surpris en fait de faire l'état des lieux au moment des confinements sur les équipes qui étaient les moins à l'aise, ou en tout cas les moins encadrées, les moins accompagnées. Vraiment un effet loupe, quoi. Exactement. Et d'ailleurs même pour les salariés qui étaient même plus ou moins à l'aise dans leur job, on a eu le même effet loupe finalement. Ouais. Donc avec les salariés qui finalement étaient assez autonomes au mieux de leurs compétences et de leur job, étaient plutôt à l'aise dans un télétravail massif. À l'inverse, ceux qui étaient un peu plus éloignés ont été en difficulté. Donc pas de surprise finalement, pas de surprise quand on a dans nos dialogues quotidiens avec les salariés du groupe 1. On se questionne aussi dans toutes ces évolutions, tous ces chamboulements un peu de l'organisation du travail. Là, on parlait avant de télétravail, mais voilà, il y a d'autres thématiques que vous avez évoquées, Pierre Lamblin, l'intelligence artificielle. On parle aussi de la semaine de 4 jours, qui suscite beaucoup de réactions. Maxime Legrand, avec les évolutions de l'organisation du travail que l'on vit, quel est le rôle du manager? Quelles sont ses responsabilités finalement? C'est pour ça qu'on a construit en fait ce colloque aujourd'hui, donc donner les résultats et puis ouvrir la perspective sur la relation managériale, parce que effectivement on s'est aperçu, à part des conclusions finalement très intéressantes, mais au bout du bout en fait on a dit on n'est pas surpris non plus en fait, c'est ce que vous venez de dire, et en fait on s'est dit le télétravail c'est en fait un révélateur des tendances et des problématiques déjà existantes, donc et en fait un révélateur des challenges à venir. Alors les problématiques existantes, elles ont déjà été évoquées, mais c'est en fait une difficulté pour le manager de se situer, parce que, moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, en fait, tous les cabinets de conseil ont conseillé aux entreprises de supprimer des strates managériales. Donc ça s'appelait en anglais le delayering, et donc on a supprimé des strates managériales, il fallait rendre de la responsabilité à chacun, et donc bien sûr c'était un formidable outil pour diminuer les coûts, donc ça a déjà perturbé toutes les lignes managériales. On a fonctionné en mode projet, donc tout le monde voulait bien faire un projet pour quelques temps, mais pas sur le long terme, et puis donc on s'est aperçu finalement que des gens venaient piocher dans nos équipes sans trop savoir pourquoi. Et puis, il y avait ce problème de formation et ce problème aussi de reporting. C'est-à-dire que, je n'ai plus les stats, mais à l'époque, déjà avant le Covid, un manager, c'était un bon expert, c'était quelqu'un qui s'occupait du business, mais en plus, malheureusement, il passait 30% de son temps, je crois, à faire du reporting. Le chiffre n'est peut-être pas le bon. Et en fait, tous ces phénomènes se sont accentués. On s'est aperçu que tous les phénomènes se sont accentués. Et donc, c'est quand même difficile de faire grandir ces équipes. Voilà. Alors, les nouveaux challenges, c'est bien sûr faire grandir ces équipes. On voit bien que les attentes ont changé. Hein, c'est ce que Pierre, vous venez de citer. Détection des signaux faibles. Et les challenges à venir, en fait, nous, ce qui me fait dire que c'est un bon révélateur des challenges à venir, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus une seule bonne méthode de management. Et en fait, on parlait déjà du manager comme un chef d'orchestre. En fait, le manager est plus que jamais un chef d'orchestre qui doit faire avec des individualités. Alors, on parlait tout à l'heure de celui qui a un avantage compétitif et qui peut travailler en Allemagne. Donc vous avez des équipes aujourd'hui où vous en avez un qui est à 100% en télétravail, un deuxième qui lui préfère venir au bureau parce qu'il n'a pas de lien social et donc il vient au bureau pour faire du lien social. Et en fait, il y a autant d'équipes et autant de façons de manager. Et donc, le rôle du manager, il est plus que jamais crucial. Il est plus que jamais crucial aussi parce qu'on a parlé tout à l'heure de la confiance, de l'autonomie. Et en fait, avec le développement des outils, notamment l'intelligence artificielle, on voit bien, et avec le télétravail, on a parlé de Teams, je ne sais plus si on l'a dit, mais Teams, vous verrez dans le document qu'il y a eu cette problématique avec le voyant rouge. Et en fait, demain, avec les possibilités que l'intelligence artificielle va nous offrir, il faudra plus que jamais des managers qui sont responsables et qui prennent au bout du bout une décision et qui assument la décision, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu absolument ouvrir ce panel sur la relation managériale, sur l'organisation du travail. Et c'est pour ça qu'on continuera ces réflexions jusqu'au moins mars 2026 voilà, pour aborder ce sujet.
Le but, c'est bien de réenchanter, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on parle souvent des questions négatives, hein. C'est d'ailleurs ce qui a été repris dans la presse ces derniers jours, malheureusement, mais on dit bien, être manager, c'est formidable. Enfin, vous avez la possibilité d'impacter autour de vous, d'impacter votre société, vous avez la possibilité de faire grandir, vous avez la possibilité de transformer les gens et d'être le manager que vous auriez voulu avoir, en fait. Donc, le premier mot, c'est engagez-vous, prenez des responsabilités. Notre président aime à dire que le progrès collectif, le progrès social n'est que la somme des volontés individuelles de progresser. C'est ça. On a besoin de personnes dans la société qui veulent s'engager pour des responsabilités, en prenant des responsabilités. Or, on voit bien, et je m'arrête là, on a une crise des vocations. On voit bien que c'est de plus en plus difficile de comprendre pourquoi je prendrais des responsabilités, parce que je n'ai pas de retour, je n'ai pas de considération, je n'ai pas de rémunération qui va en conséquence. Et donc, notre but derrière, c'est de comprendre les mécanismes et de réenchanter la fonction managériale. Alors, on va revenir sur justement la crise de vocation tout à l'heure, mais avant, je voulais revenir sur un point, justement sur cette mission du manager, sur des questions qui peuvent se poser avec les modifications, les changements de l'organisation du travail. Sophie Prunier-Poulmer, comment on fait pour évaluer le travail de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, avec des personnes à distance? Comment on fait aussi pour évaluer aujourd'hui la carrière? Bon, très bonne question. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. C'est difficile de prendre la parole après une telle ovation. Je vais essayer quand même. Alors, c'est en effet une bonne question, mais qui se pose de manière double. Je trouve que c'est intéressant la manière dont vous avez saisi la question du management, c'est-à-dire il y a un manager et un manager. Et c'est effectivement un tandem indispensable. Et cette question de l'évaluation du travail, elle a été évoquée finalement aussi en filigrane tout à l'heure dans la première table ronde. Elle se pose pour l'un comme pour l'autre. Pour le premier d'abord, évidemment, celui qui est managé parce que, par définition, son travail est devenu invisible. Et cette invisibilisation du travail lui pose un certain nombre de questions. La première étant, sur quels critères, in fine, je vais être évalué? Sur quels critères nous allons tomber d'accord avec mon manager? Alors, on a évoqué aussi la question de ce travail à proximité qui permettait d'évaluer le temps que chacun consacrait à son activité. On voyait finalement, les managers voyaient le travail se faire sous leurs yeux, ce qui est assez spécifique aussi, hein. Il y a des différences dans le management. Le management européen, Europe du Sud, est un management qui est davantage basé sur cette proximité, sur le fait de voir les autres travailler et d'accorder une valeur à ce qui se fait sous leurs yeux. C'est assez différent dans les pays du Nord. Alors, chez nous en particulier, cette première question s'est posée pour ceux qui sont donc managés, en se demandant sur quels critères ils allaient finalement évoluer. Et aussi pour les managers qui doivent continuer à être bons, comme vous le soulignez, à faire du bon management, mais en se posant la question de savoir sur quels critères ils allaient aussi devoir poser leur regard pour dire que finalement ce n'est pas qu'un produit fini, que nous allons mesurer un service rendu, avec le souci qui est de savoir si toute l'ardeur que j'aurais mise à essayer de faire mon travail, à résoudre, je dirais, les difficultés qui vont se manifester pour que je puisse le réaliser. Toutes les astuces de métier que je vais mettre en œuvre, mon ingéniosité à faire un beau travail, un travail de qualité qui donne du sens à ce que je fais, qui permet que je m'y loge d'une certaine manière et que je m'y reconnaisse. Comment cette somme de moi que je mets à l'intérieur du travail, cette énergie que je déploie va être reconnue? Alors ça, c'est une vraie question et les derniers travaux scientifiques nous montrent qu'en effet, ça fait partie des préoccupations des salariés qui sont managés et elles font également partie d'une question sur le plus long terme, vous l'évoquiez, c'est au-delà de ce qui va en être pour la mission qui m'est effectivement affectée, qui m'est attribuée, qu'est-ce qu'il va en être du point de vue de ma carrière? Sur le long terme, finalement, est-ce que je ne vais pas être défavorisée par rapport à d'autres en présentiel? Ça a été évoqué sur le fameux bon dossier qui va m'être conféré, dans lequel je vais y mettre du mien parce que c'est un très bon dossier, donc je pars avec des armes plus affûtées. Quelle va être cette différence? Et qu'est-ce que ça va changer? Donc on voit là que ça exige très certainement, alors je suis ergonome, donc je pars du concept qu'il y a toujours une différence entre le travail tel qu'il est prescrit et le travail tel qu'il est réalisé dans les faits, confronté à la masse de choses qui s'opposent à ce que je réalise ce travail, mais je surmonte toujours l'épreuve. Donc je pars dans l'idée que finalement, c'est peut-être une opportunité formidable, cette affaire de télétravail 3-4 ans plus tard, pour redéfinir ce que les uns et les autres attendent
du travail. Qu'est-ce que c'est que faire bien son travail? Qu'est-ce que c'est qu'un produit fini dont on sera fier, dont mon manager sera fier, dont le client auquel je le destine sera fier? Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se mettre autour d'une table, ensemble, manager, manager, et de s'interroger sur les attendus, de se mettre d'accord sur ces regards qui sont croisés, peut-être parfois divergents, mais où au fond, ce qui va nous faire nous mettre d'accord, c'est le travail en soi, le travail en lui-même. Donc je trouve que c'est peut-être une opportunité, malgré la difficulté de l'enjeu. Voilà. Et dans l'étude, ce qui ressort aussi sur la partie TPE-PME, c'est que les managers avaient eu tendance à avoir recours à des indicateurs plutôt quantitatifs, le nombre de dossiers, X nombre de dossiers traités par semaine. Ça, ce genre de choses, est-ce que c'est une bonne pratique pour réévaluer le travail ? Alors c'est en ça qu'il faut peut-être se mettre d'accord et regarder ensemble sur quoi nous sommes évalués. Parce que nous savons tous par expérience, j'imagine, dans cette salle et autour de cette table virtuelle, je pense, que nous pouvons mettre beaucoup de temps à traiter un dossier parce qu'il est dans lequel est logé des multiples difficultés. Et puis on va effectivement être fiers de ce que l'on a fait malgré le temps que nous irons passer. C'est un travail dit de qualité. Et puis peut-être que nous allons passer évidemment beaucoup moins de temps à en traiter toute une masse avec moins bon engagement de soi et avec peut-être moins de difficultés. Donc on voit là quand même que doivent se confronter à un moment donné la question de l'évaluation sur la quantité et sur la qualité, qui ne peut pas être évidemment toujours corrélée. Et ça exige effectivement que l'on s'y penche. Je crois qu'on a vu aussi pendant le Covid des modalités d'évaluation qui ont fait débat, qui ont fait la une de la presse, et avec raison. C'était est-ce qu'on doit mesurer l'investissement dans notre télétravail à la fréquence des mouvements d'une souris de clavier. Voilà. Alors évidemment, ça pose des questions parce que je pense qu'à ce niveau-là, il suffit de confier sa souris à un enfant de 18 mois pour avoir donné le sentiment qu'on travaille toute la journée avec épuisement. Ça, je crois qu'on en a tous fait l'expérience aussi, en étant parents. Donc, voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut véritablement... Et c'est ce que je vous raconte est vrai, hein, c'était pas une production de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont décidé d'évaluer le travail de cette manière-là. Donc, à un moment donné, on voit que... Voilà, on est dans quelque chose qui n'a plus de sens et qui exige de nous, qui pensons le travail, qui pensons les modes de management, de retrouver de la hauteur, de retrouver de l'esprit et de se poser la question de qu'est-ce que nous sommes en train d'évaluer et comment. Voilà, je crois que ça, c'est quand même un gage de réussite pour les uns comme pour les autres, quoi. Alors, on parlait tout à l'heure de crise de vocation, Pierre Lamblin. Est-ce que finalement le management continue d'attirer les cadres ou est-ce qu'on a des conditions aujourd'hui qui sont... est-ce que les cadres ont des conditions aujourd'hui qui sont différentes de par le passé? Est-ce qu'on arrive toujours à attirer des talents pour encadrer? Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites, puisque est-ce qu'il y a une crise de vocation sur la fonction managériale? Nous, on ne l'observe pas dans les travaux qu'on a menés récemment, puisqu'alors aussi, on suit les évolutions. Je vous partage le chiffre qu'on a mesuré l'an dernier, puisque 84% des cadres managers en poste déclarent souhaiter le rester. Et on a 42% des cadres non managers qui souhaitent le devenir, dont 63% chez moins de 35 ans. Donc, il n'y a pas de crise de vocation. Donc, cette fonction attire toujours. Mais il y a quand même des conditions, puisque les cadres managers qui souhaitent le rester posent quand même des conditions. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir pouvoir dégager davantage de temps pour animer le collectif de façon efficace, être accompagné, disposer de formation, disposer des outils adéquats. Et ça va s'accroître, notamment avec la présence des IAG, hein. Elles sont là aujourd'hui, donc ça bouscule déjà et ça va continuer à bousculer beaucoup. Vous soulignez la question de l'attractivité des talents. Moi, tout de suite, ça me fait penser donc au sujet du recrutement, de tensions de recrutement qu'on observe sur le marché depuis quelque temps. Et dit autrement, quand je pense au management, il y a une obligation de manager différemment, de manager autrement, c'est-à-dire de recruter autrement et aussi de fidéliser autrement. Tout à l'heure, j'ai entendu le terme de désengagement de l'entreprise, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'image employeur, c'est important, je ne dis pas le contraire, mais ce qui est encore plus important, c'est la promesse employeur, la promesse que l'entreprise tient à l'embauche,
Et s'il y a un décalage trop important qui s'installe dans le temps entre la personne recrutée et la situation à l'instant T, le cadre démissionne. Je vous renvoie une étude qu'on a faite là-dessus, qui est objective. On l'a objectivé. On est quand même sur 22% des cadres qui ont démissionné dans les 2 ans suivant leur embauche au cours des 10 dernières années. Donc, ce n'est pas 22% par an, c'est 22% sur 10 ans. Et on est à 42% chez les moins de 35 ans. Et la raison majeure, c'est parce qu'ils saisissent une opportunité qui se présente. Elles sont nombreuses chez les moins de 35 ans, puisque le rapport de force est en leur faveur aujourd'hui. Puisque les intentions se tournent de façon privilégiée vers les plus jeunes aujourd'hui, vers les trentenaires, les 30-35 ans, parce que compétents, de l'expérience pas trop, mais pas trop cher. Dit autrement, c'est ça. Et aussi parce que, en raison de ce décalage, parce que à l'embauche, on vous a fait miroiter une évolution professionnelle, des compétences qui seraient développées, ou une évolution de la rémunération, et à l'arrivée, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, ça ne le fait pas. Donc, le cadre souvent démissionne, et souvent, il a trouvé une autre entreprise avant d'avoir démissionné. Donc, ce n'est pas la peine de le retenir, c'est peine perdue, dit autrement. Donc voilà, c'est important ce triptyque pour moi, parce que tout est lié entre manager, recruter, mais aussi fidéliser. Fidéliser, il y a des moments clés dans le parcours, à l'embauche, lors de cette période d'intégration, mais aussi un peu plus tard, où le cadre est amené à se poser des questions. Je reste ou j'évolue, et il a besoin d'avoir de la visibilité. Quand j'évoquais tout à l'heure cette attente forte sur le développement des compétences, aujourd'hui c'est central chez les cadres. Ils savent très bien que leur parcours sera jalonné peut-être de plusieurs métiers durant une vie professionnelle. Il va falloir développer ses compétences en permanence. La formation. La formation, c'est aussi quelque chose qui est demandé. La formation, l'auto-formation, enfin voilà, tout. Voilà, et d'où ça repose la question de revoir aussi peut-être un certain nombre de dispositifs qui sont en place dans l'entreprise et pas de penser à la formation comme elle existait encore il y a quelques années. Alors, Émilie Comte, la formation, c'est aussi quelque chose qui est très présent et qui est important pour vous dans le groupe Le Monde. Comment vous pensez les parcours de formation des managers ? Alors la formation évidemment pour les managers, elle est importante. On a construit un parcours spécifique qui dure à peu près 18 mois autour de différents modules, des modules un peu classiques sur le BABA du management, mais aussi sur des gestes managériaux, faire un feedback, par exemple animer une réunion d'équipe, faire un entretien plus disciplinaire auprès d'un salarié. Donc on a des modules vraiment classiques, on va dire, mais on a aussi beaucoup travaillé sur le rôle de manager, sur la prévention des risques professionnels, et donc considérant qu'il c'est un acteur majeur en matière de conditions de travail. Et on a notamment déployé depuis 2019 un module sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, qui est un enjeu important pour nous, en tout cas un point d'attention très, très important. On a également un module sur la prévention du harcèlement moral. Bon, d'ailleurs, c'est toutes les formes de souffrance qui est aussi majeure. Et on a un module classique, mais qui existe assez peu finalement, qui est autour du droit social, le manager social, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est le b.a.-ba du droit social, un peu comme une boîte à outils. Parce que le droit du travail, finalement, quand on le comprend, il est très utile au quotidien et ça permet de rappeler les bonnes pratiques en matière de durée du travail, par exemple, mais le rôle aussi des représentants du personnel, etc. etc. Et donc, ce module, c'est 9 jours et demi sur 18 mois et avec un accompagnement où, en fonction du niveau de maturité du manager, de là où il part, en fait, il suit l'ensemble des modules où il peut également, on a un fonctionnement à la carte. Et ça, c'est notamment possible parce que dans mes équipes, j'ai une personne qui est responsable des dispositifs managériaux. Donc c'est une personne avec qui on travaille beaucoup évidemment sur ce parcours managérial, mais aussi qui a un rôle de coach interne. Donc qui en fait, dès qu'on a une nouvelle prise de poste, il y a 3 rendez-vous qui sont fixés, ce qui permet de voir où on est, le niveau de maturité sur les enjeux managériaux et donc de construire ce parcours de formation.
mais aussi d'identifier quelle proximité il faudra avoir en fait les premiers mois ou la première année, avec une espèce de SAV du management en fait, hein, donc quelqu'un qui accompagne au moment d'un entretien un peu difficile, qui est en difficulté pour animer des équipes, etc., etc. Donc on travaille, voilà, on est vraiment très investi sur ce sujet-là. Et on va même un peu plus loin, c'est que la plupart de mes équipes, la DRH, nous c'est 40 personnes. Avec finalement, on est chacun a une vraie polyvalence, en tout cas pour s'amuser, en fait, c'est quand même là pour ça. Donc pour s'amuser, et chacun des membres de la DRH a été formé pour pouvoir animer pour des managers des réunions spécifiques, et notamment des réunions qu'on appelle nous des rétros ou des retours d'expérience. On a piqué ça aux directions techniques qui sont hyper bons dans ce genre de rituel. Et dans le cadre du télétravail, pour faire le lien, ce qu'on a proposé aux managers, on était avant l'été 2021 et j'étais optimiste me disant qu'après l'été 2021 on reviendrait au travail. On venait de négocier un accord télétravail, parce qu'on n'en faisait pas auparavant, avec 3 jours sur site et 2 jours à distance. Et c'était comment réembarquer tout le monde en fait. Et les managers étaient en difficulté en me disant bah voilà, j'ai telle personne qui a pris tel engagement personnel, tel autre qui garde ses enfants, tel autre, etc. Et comment j'arrive à concilier tout ça. Enfin, en fait, c'est simple. En fait, c'est l'équipe qui va se mettre d'accord. Et donc, on a été formés pour animer. En fait, on prenait des équipe par équipe avec le manager comme participant et avec un démarrage qui était, voilà, on vient de vivre 1 an de télétravail un peu sauvage. Finalement, qu'est-ce qui était super ? Parce qu'il y a forcément des choses qui se sont bien passées. Qu'est-ce qui a été une catastrophe et qu'il faut arrêter tout de suite ? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer finalement ? Parce qu'on n'a pas été assez loin, on ne s'est pas posé la question. Et équipe par équipe, en fait, ils ont trouvé leur organisation. Ils se sont dit, ah oui, effectivement, quand on n'est pas tous présents à la réunion d'équipe hebdomadaire, c'est bizarre, c'est dommage. Ah bah très bien, donc il faudrait qu'on soit tous là, bah, super. Sauf si le manager tout seul avait pris cette initiative, elle aurait été plus difficile sûrement à défendre. Là, c'est l'équipe en fait. En fait, simplement, l'idée c'était de parler du travail en fait. Hein. C'était de pas s'occuper, de moins s'occuper des problématiques personnelles, mais ensemble de se dire comment on veut travailler et c'est quoi un bon travail justement. Et comment on trouve du confort. Et oui, le télétravail, ça a des vertus, et donc il faut pas le mettre de côté, mais ça ne doit pas se faire au détriment du reste, parce que dans les équipes, il y a des gens qui ne sont jamais en télétravail, parce qu'ils ont besoin d'être présents sur site, d'autres qui aimeraient en faire plus que 2 jours. Donc c'est comment on arrive à concilier tout ça. Et donc régulièrement, on a fait ça donc, toute l'année 2021 dans les équipes, et on fait régulièrement des retours d'expérience justement pour vérifier que tout le monde, quand des managers nous disent voilà, je sens qu'il y a une petite régression, je suis en difficulté, j'ai besoin de revaloriser mon travail d'équipe, on accompagne, et on a beaucoup valorisé des moments de convivialité. C'est qu'en fait tout ce qui avant s'organisait pas, on s'est retrouvé à l'organiser. Et moi la première en fait, hein, pendant le Covid, on a eu un turnover assez classique, et en fin de Covid, en fait, j'avais un petit quart de mes équipes qui avaient été renouvelées avec des gens qui ne se connaissaient pas, en fait, qui se connaissaient derrière un écran. Et c'est comment en fait on crée de la convivialité. Je crois beaucoup en fait à l'intimité professionnelle qui permet de se dire les choses après avec bienveillance. Et travailler ensemble, plutôt que s'envoyer le mail assassin, on va plutôt s'appeler et prendre un café. Ça change tout au quotidien, mais ça c'est possible si on se connaît en fait. Donc c'est comment, en fait, j'ai vraiment organisé de la convivialité. Alors vraiment, la pure convivialité, donc c'était du café, on a fait un speed dating au démarrage pour apprendre à se connaître. Et c'est ensuite régulièrement, en fait, j'ai intégré en fait, dans mon management des moments de convivialité pure, du café, etc., etc. Comme autre pratique un peu innovante, vous avez aussi encouragé des expériences de management un peu différentes, avec des chefs de projet, avec des rotations aussi, je crois, sur les postes de chef de rubrique, c'est ça ? Alors ça, non, ça date bien avant moi. Ah. C'est en fait dans la presse quotidienne, côté Le Monde, il y a un vrai sujet sur devenir manager. Quand on devient chef d'équipe, d'ailleurs on ne dit pas manager, quand on devient chef d'équipe, on s'éloigne du terrain en fait. Hein. On s'éloigne de ses sources, on écrit moins, on est moins visible, on signe moins. Donc pour un journaliste, être chef de service, c'est renoncer à beaucoup de choses. Et ce renoncement, il est possible s'il est temporaire. Alors en fait, mais c'est vraiment c'est le chef de service. Lorsqu'il prend son poste, il peut le prendre pour, on espère en général au moins 3 ans, parce qu'on investit quand même dessus, mais il peut rester beaucoup plus que 3 ans. Néanmoins, on a un certain nombre qui au bout de 3 ans nous disent voilà, c'est super, j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai de nouveau envie d'écrire et j'ai envie de laisser ma place.
Et surtout, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Être chef de service, être manager dans une rédaction, dans un quotidien, c'est énormément de travail. C'est un bouclage au quotidien, c'est un accompagnement des équipes, c'est traiter de l'actualité. Et c'est très fatigant, même si on est vigilant sur le droit à la déconnexion. Après, il y a des réalités qui s'imposent à nous. Donc le faire pendant quelques années, c'est un engagement qu'on obtient et parce que justement ils pourront retourner à un poste dit de rubrica, donc retourner écrire. Alors ça existait bien avant le Covid en fait, hein. Mais néanmoins ce qu'on voit c'est que finalement le temps de rotation est peut-être plus court, c'est que les gens ont plus envie de repartir sur le terrain. Nous c'est un de nos points d'attention, donc ça nous pose la question de l'organisation du travail pour les chefs de service, c'est que on peut plus faire comme avant en fait, hein. On a des chefs de service qui sont très engagés mais qui ont envie d'avoir une vie personnelle. Et nous, on l'encourage en fait. Hein. On a grandement amélioré la durée du congé paternité de l'accueil de l'enfant, par exemple. Voilà, on essaie vraiment de s'assurer que, considérant que pour être bien dans sa vie professionnelle, il faut être bien dans sa vie personnelle en fait. Donc on a largement encouragé ça. Et c'est comment on repense des organisations autour de la délégation. Le fait de faire confiance, qui est aussi un sujet, pour que lorsque je ne suis pas au travail, je ne suis pas au travail. Sachant que quand on est journaliste, s'il y a un événement majeur, en fait, tout le monde revient. En fait, il n'y a pas de sujet. Mais c'est comment je ne suis pas dérangée pour quelque chose qui ne le mérite pas, en fait. Quand vous évoquez la rotation plus rapide, il y a peut-être un phénomène d'épuisement professionnel qui est d'ailleurs plus ressenti par les cadres aujourd'hui, notamment par les managers, hein, et qui a augmenté ces 2 dernières années. Hein. Oui, il y a peut-être aussi que le fait d'être manager, c'est un peu moins valorisé, en fait. Et que ce qui était acceptable parce que je récupérais de la valorisation, aujourd'hui, vu que j'en récupère un peu moins, devient un peu moins acceptable. Je me permets d'élargir aussi, parce que là, on a parlé de télétravail, mais avant, vous évoquiez aussi de l'intelligence artificielle. On a parlé aussi de la semaine de 4 jours brièvement. Sophie Prunier-Poulmer, ça nous appelle à repenser l'organisation du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec tous ces changements que les managers aient perdu leurs repères? Comment on fait pour fixer de nouveaux repères dans ce nouveau monde? Vous m'autorisez, je vais répondre à votre question, promis. Je voulais juste revenir sur la formation et sur la question de l'apprentissage dont il a été question tout à l'heure, parce que je trouvais que c'était intéressant ce que vous racontiez, même sur la question de l'épuisement. Je trouve qu'il y a une ambivalence, je reviens là-dessus, parce que je trouve que les derniers travaux scientifiques disponibles nous montrent, en particulier en Europe, là, il y a un travail qui est sorti il y a peu de temps, qui nous montre qu'il y a une ambivalence, en particulier chez les jeunes générations, dans ce rapport au télétravail. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'est plus question de venir dans une entreprise s'il n'y a pas de télétravail, on l'a bien compris. Certains sont prêts, d'ailleurs, vous le soulignez, un cadre sur 2 est prêt à démissionner si on renonçait au télétravail. Et en même temps, les jeunes souffrent, à un moment donné, de ce télétravail parce que les premiers mois d'insertion dans une entreprise sont absolument fondamentaux. Et ce sont des moments où nous allons au-delà de tout l'apprentissage que nous avons eu, qui est un apprentissage technique, un apprentissage de stratégie, etc. Il va y avoir tous ces savoir-faire, toutes ces habiletés, tout ce que l'on apprend finalement en étant au contact des autres et qui ne s'apprend nulle part ailleurs. Et c'est là où la question de l'apprentissage se pose et on voit de manière étonnante des jeunes générations, des jeunes cadres qui renoncent à faire le travail qu'ils ont choisi, parfois même avec vocation au départ, parce qu'ils se sentent, je cite, seuls, en ayant le savoir technique, le savoir professionnel, mais n'ayant pas tous les rouages du métier, tout ce que l'on regarde et que l'on apprend au contact des autres. Et donc là, il y a une ambivalence avec ce souhait de télétravail parce qu'il correspond à de nouveaux modes de vie, à de nouvelles exigences d'équilibre des temps de vie, dont peut-être on va y revenir, mais aussi parce que finalement, comme nous, les plus anciens, les jeunes ont besoin de sécurité, ont besoin de se rassurer dans des collectifs de travail constitués, ont besoin aussi de donner un sens à leur propre activité avec d'autres et savoir qu'on ne produit jamais tout seul, mais que nous produisons pour soi, parce qu'on s'y grandit, pour ceux qui m'accompagnent, pour les pairs, pour les managers, pour l'entreprise tout entière, pour la société tout entière. Et je trouve que c'est intéressant de souligner cela parce que c'est ce qui explique à un moment donné qu'on a du mal, à fidéliser ces jeunes générations parce que trop de télétravail peut-être tue la passation de l'expérience. Et justement, je reviens sur une étude qui a été menée récemment par la CFE-CGC aussi sur les nouvelles organisations du travail dans l'assurance, et où on a vu où une des questions posées était celle du mentorat.
de l'accompagnement et du tutorat. Et je trouve que ça fait partie aussi des choses qui sont essentielles à mettre en place au moment du télétravail, au moment de cette montée en puissance, c'est-à-dire renforcer, muscler cette question de mentorat, où les plus anciens sont valorisés, trouvent un nouveau sens à leur activité, en apprenant à d'autres autour de nous, en tendant la main aux plus jeunes, en leur montrant ce que c'est que faire un travail lorsqu'on est expérimenté, avec toutes ces astuces qui sont invisibles et qui sont nulle part ailleurs écrites que par celui qui les fait. Et je trouve que c'est une manière aussi d'intégrer les plus jeunes générations en partageant cette expérience. Donc, cette étude qu'a réalisée la CFE-CGC montre à quel point les jeunes sont demandeurs et les anciens sont valorisés par cette histoire de mentorat. Donc, je crois que c'est une question qu'il faut se poser aussi pour l'avenir. Alors, je veux bien revenir sur la question initiale, après 20 minutes, bien évidemment. Je ne l'ai pas oublié, il s'agit donc d'une question simple, bien sûr, celle du télétravail, de la semaine des 4 jours et des nouvelles organisations. Pour répondre rapidement, pour le coup, ça rejoint, je trouve, d'une certaine manière, des débats qui ont eu lieu tout à l'heure. On a évoqué à plusieurs reprises le fait que le télétravail pouvait finalement aboutir à une société, entre guillemets, à 2 vitesses dans le monde du travail, ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Ils sont nombreux parce qu'on a évoqué, il y a les métiers à forte créativité où l'émulation ne se trouve qu'avec les autres. Il y a tous ces métiers qui sont logés sous la confidence pour des histoires financières, etc. Et donc, je veux dire, on voit bien là qu'il y a tout un lot de métiers où finalement on est privé de télétravail a donc vécu par les salariés comme une forme d'injustice entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, avec des rivalités à l'œuvre de ce point de vue-là. Et peut-être que l'affaire de la semaine de 4 jours, qui est revenue, donc, vous l'avez compris comme nous tous, récemment, je dirais, en débat, lorsque ont eu lieu les annonces d'une espèce de trajectoire pour le gouvernement, savoir ce qui allait finalement être mis en place, on a vu que la semaine de 4 jours faisait partie de ces annonces. Et donc, il se peut que, quelque part, la semaine de 4 jours soit une manière, finalement, de rendre possible à d'autres le fait, ceux qui ne pourraient pas télétravailler pourraient bénéficier d'une semaine de 4 jours, ce qui rétablirait une forme d'équilibre. Certains disent aussi, pour les cadres en particulier d'ailleurs, que la semaine de 4 jours est une voie aussi en direction de la parité entre les femmes et les hommes, puisque nombreuses sont les femmes qui ne travaillent que 4 jours par semaine aujourd'hui, avec un salaire réduit, et que finalement ramener tout le monde à 4 jours serait une manière de rétablir une forme d'équilibre aussi, jusque, disons, au-delà du monde du travail, jusqu'à l'âge de la retraite, où bien sûr on voit les fruits de son travail tout au long de la vie, qui à un moment donné peut être payé à ce moment-là. Donc on voit en effet qu'il va y avoir de nouveaux enjeux très forts qui nous attendent, que ces nouvelles organisations du travail nous préoccupent beaucoup. À un moment donné, on va pouvoir se poser, c'est ce que l'on entend beaucoup, je trouve, en traversant de nombreuses entreprises, c'est comment on va finalement essayer d'harmoniser les deux. Non, parce que, évidemment, travailler 4 jours et faire 3 jours de télétravail par semaine, ce n'est plus véritablement tenable ou jouable dans une entreprise. Ça ne peut plus véritablement s'harmoniser. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire peut-être demain ? Quels vont être les souhaits des salariés ? Vont-ils être prêts à renoncer à quelques jours de télétravail au profit d'une semaine réduite en nombre de jours travaillés ou pas ? À quoi est-on prêt à renoncer ? Ce sont des vrais enjeux qui vont, je pense, arriver prochainement. Ce que j'ai pu voir au travers de ces enquêtes, c'est que peu d'entre nous, enfin je nous mets tous ensemble, sont prêts à renoncer au télétravail, mais par contre sont prêts à travailler plus longtemps chaque jour. Voilà, ce qui va poser de nouvelles préoccupations et de nouveaux enjeux autour on a évoqué la question de l'intensification du travail ou pas. Donc oui, les managers vont être confrontés à devoir organiser ce travail sous de nouvelles modalités, en 4 jours, semaine en 4 jours, de 4 jours, télétravail supplémentaire. Donc je crois que ça va être encore de nouveaux challenges et de nouveaux défis que l'on résolvera sans aucun doute en remettant au cœur de nos préoccupations qu'est-ce que c'est que travailler. Je pense qu'on y arrivera, sans doute. Des nouveaux enjeux, l'intelligence artificielle, la semaine de 4 jours, c'est aussi un challenge en termes de dialogue social. Quel est le rôle doit jouer, là encore, la CFE-CGC et même le dialogue social pour tous ces nouveaux enjeux de demain et même déjà d'aujourd'hui ? Alors, on l'a vu, lorsqu'il y a un cadre, ça rassure, ça apaise les tensions. Donc, ça permet de répondre à votre question et puis à la question qui a été posée. Donc, il faut pouvoir, moi-même, je négocie encore, j'étais
tout à l'heure en négociation d'un accord. Donc dès qu'on peut à tous les niveaux négocier un accord, dans les entreprises, au niveau des branches, au niveau européen, il faut savoir qu'un accord, ça va apaiser les tensions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a donc alors il y a les sujets sur lesquels on est autorisé à négocier. Et puis il y a, j'ai bien aimé votre intervention en disant qu'il faut repenser le travail, enfin tout réinterroger. Moi je fais le parallèle avec le Covid. On s'est réinterrogé sur tous les gestes qu'on faisait en fait, tous les contacts qu'on avait à tous les moments de chaîne de la distribution, de la fabrication. C'est un peu la même chose en fait. Il faut se réinterroger à toutes les chaînes à tous les moments de ce qui fait le travail. Et j'ai cet exemple sur la créativité en fait. Ça va peut-être répondre à compléter la réponse à la question de tout à l'heure. Il y a une grande entreprise qui permet à chacun d'être un peu plus beau chaque jour, un peu plus beau et un peu plus belle chaque jour, qui a dit je fais revenir tout le monde au bureau pour deux raisons. Pour une raison d'équité, pour l'équité en fait. La première raison, c'est que les gens qui sont en télétravail sont à 41% ont des promotions. Les gens qui sont sur site ont des promotions à 51% en fait. Donc ça veut dire que je ne suis pas moi capable, employeur, de faire évoluer mes personnes en télétravail de la même façon que celles sur site. Donc inéquité en fait. Donc comme j'arrive pas à manager, je fais revenir tout le monde. Ça c'est l'exemple même pour moi du mauvais exemple en fait. On a en revanche une entreprise qui dit je sors un logiciel qui est ultra crucial pour la vitalité économique de mon entreprise, et donc pour éviter les fuites sur ce logiciel, je demande à tout le monde de revenir 2 mois en permanence au bureau. Là, c'est quelque chose où nous, partenaires sociaux, on peut très bien entendre cette réalité, et ça fait sens en fait, ça donne du sens. Donc en fait, il faut se réinterroger sur tout ce qui fait le travail. Et alors notre rôle, j'en viens, je pense on est à un moment donné, et c'est pour ça que cet échec sur le télétravail était assez frustrant, parce que moi j'avais des très, très bonnes relations avec d'autres employeurs, des Nordiques notamment, qui avaient compris tout l'intérêt de se mettre d'accord sur le télétravail pour ensuite se mettre d'accord sur l'intelligence artificielle. Il faut absolument qu'on se mette d'accord sur l'intelligence artificielle, et ça il faut le faire avec les employeurs, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, c'est encore un appel que j'ai lancé ce matin aux représentants de Business Europe, puisqu'on a présenté un document dans Réalité du dialogue social, et donc je leur dis mais ouvrez un peu vos chakras sur 2 sujets, la RSE et l'intelligence artificielle. Lâchez un peu de vos prérogatives, discutez avec nous et vous allez voir qu'on va arriver à une situation gagnante-gagnante. L'intelligence artificielle, on a un intérêt économique et on a un intérêt humain. Le manager va recevoir plus que jamais plein d'informations. On avait un responsable de gendarmerie qui nous disait combien, grâce à l'intelligence artificielle, ça permettait à des gens de ne plus avoir à regarder des heures de choses désagréables à regarder. Et en même temps, ça allait accélérer la quantité d'informations que nous allons recevoir. Et donc, ça va accélérer le processus de décision. Mais si au final, on n'a pas un manager responsable qui ne reporte pas la responsabilité sur l'intelligence artificielle, il va y avoir des problèmes, en fait, soit humains, soit économiques. Donc, c'est absolument à nous, et on fait le forcing partout, moi je fais le forcing partout où je peux, le dialogue social, partout où on peut occuper le dialogue social, on le fait, et on pousse les employeurs à venir vers nous et à lâcher un peu de prérogatives pour aborder des nouveaux sujets qui me semblent des sujets cruciaux, à la fois économiques et sociaux et sociétaux. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que monsieur a été très rapide là-bas dans le fond. Si je peux, je voudrais apporter un complément sur ce que vous avez dit sur les jeunes et le télétravail, puisque nous, on a constaté que si les jeunes de moins de 35 ans, donc enfin même les moins de 30 ans, ne renonceraient pas au télétravail, en revanche, c'est les premiers à dire qu'ils craignent que ce soit une entrave à leur évolution professionnelle, parce qu'ils ne sont pas dans le radar de la hiérarchie, des managers, ils perdent en informel, en information, etc., diverses, donc tout ce qui était dit précédemment, voilà. Et c'est la réalité qu'on vit au quotidien, donc il faut être très lucide de tout ça aussi. Merci. J'ai été brimé tout à l'heure, mais je me récupère maintenant puisque je vais transformer un peu ma question. Mais n'y a-t-il pas un lien aujourd'hui à amener entre le télétravail, le travail à distance et le temps de travail? C'est-à-dire qu'on a un système de travail qui est historique, qui a été basé historiquement sur une rémunération liée au temps passé au travail,
et non pas à la mission, à la tâche, à la charge de travail. En fait, j'entends parler de la semaine de 4 jours, etc., mais peu importe à la limite. Ne faut-il pas ramener la réflexion, réorganiser le travail, non plus la rémunération sur le temps, mais bien rémunérer sur les missions, sur la charge de travail, et donner une charge de travail. D'ailleurs, on a inventé des systèmes de rémunération variable super sophistiqués pour récompenser les meilleurs travailleurs qui faisaient le plus de charges de travail que d'autres, parce qu'on estimait qu'ils étaient à récompenser. Voilà, c'était juste une question de fond. Alors, non, c'est une vraie question qui se pose d'emblée dès lors que chacun d'entre nous est allé travailler à domicile, c'est-à-dire à réaliser une production bien loin de là où elle est attendue. C'est la définition, voilà, du télétravail. Il y a une corrélation effectivement entre le temps et l'espace de travail. Le risque que l'on voit dans ce que vous êtes en train d'évoquer, qui traverse les questions scientifiques actuelles, en particulier des sociologues et des économistes, c'est que pour certains, nous courons le risque de transformer le lien de subordination sur les questions de travail. C'est-à-dire que du point de vue presque juridique, quel lien aurions-nous avec une entreprise? Est-ce que nous deviendrions tous, au bout d'un moment, des télétravailleurs qui seraient, disons, auto-entrepreneurs à domicile? C'est-à-dire que chacun de nous aurait une tâche ou une mission, un bien à confectionner, un petit peu comme les tâcherons au début du 19e siècle, où nous serions tous chez nous en train de travailler à vendre non plus notre temps de travail avec ce que l'on y loge à l'intérieur, mais simplement un produit fini qui pourrait nous réclamer, comme je le disais tout à l'heure, 42 heures de travail comme 10 minutes en fonction de la complexité de ce que nous avons à faire. Donc, à la fois, c'est une manière effectivement de se poser la question, elle doit être posée, mais je crois qu'il ne faut pas minimiser ce à quoi nous nous engageons si nous commençons à réfléchir à cette corrélation ou au contraire à décorréler le temps de travail de ce que nous y produisons à l'intérieur, parce que je crois que nous serions après, je ne suis pas avocate et je ne suis pas juriste, vous l'aurez compris, mais ça nous amène à nous reposer des questions de subordination et de lien entre l'entreprise donneur d'ordre, entre guillemets, et celui qui va devoir effectuer le travail. Donc je crois que c'est un débat très sérieux, enfin, sans aucun doute, et dont on doit imaginer, qui est un peu tentaculaire, et dont on doit pouvoir imaginer ce à quoi nous aboutirions si finalement nous étions tous, si moi j'étais enseignante-chercheur à l'université, bon je l'ai fait pendant le Covid, avec des amphis de 400 personnes en étant dans mon salon en pilou-pilou, vous voyez, ça nous réinterroge finalement chacun sur ce que nous pourrions pratiquer et quels risques nous courons à imaginer qu'on puisse le faire en auto-entrepreneur en quelque sorte. Une forme de plateformisation de l'activité, devenir des cadres sous forme de ubérisation de notre management. Donc voilà, je pense que c'est une vraie question, une excellente question qui pose de véritables problèmes pour pouvoir la résoudre. Voilà. Je pense qu'au-delà de 50%, il y a cette fameuse limite, 50% de télétravail et 50% en présence. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne limite. Donc demain, si on est à 4 jours, peut-être qu'il faudra réajuster. Et ce que vous venez de répondre et votre question est en parfait lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la définition de ce qu'est un télétravailleur que les employeurs jetaient sur la table pendant la négociation. Une autre question, peut-être? Oui, monsieur. Bon, il y a un micro qui circule. Non. Bon, ma question, elle est peut-être pas directement liée au sujet qui vient d'être traité, mais elle est liée sur ceux qui nous entourent. J'ai eu le témoignage de personnes qui travaillaient dans une organisation syndicale employeurs de très petites entreprises, U2P, sur les métiers de bouche, et qui me disaient que le télétravail avait pour conséquence, dans certains quartiers, la disparition des boutiques parce que les gens n'allaient plus acheter pendant la pause méridienne, n'achetaient plus avant de rentrer chez eux, n'achetaient plus un certain nombre de choses. Et donc, dans certains coins, semble-t-il, il y a eu une difficulté économique pour des petits commerçants qui étaient dans des quartiers peuplés d'entreprises. Donc, ce que je relève au travers de ça, c'est que l'organisation du travail a un impact sur certains environnements sociaux. Il y a aussi l'organisation des transports, des services de proximité dans certaines communes, qui est perturbée par le fait que la mobilité prend une forme un peu différente. Donc,
au-delà du fait qu'il y ait les conditions de travail et que nous l'avons traité ce soir dans le cadre du management, et ce qui était tout à fait intéressant, les évolutions dont on a évoquées aujourd'hui ont une incidence sur la société qui nous entoure, et bien au-delà même des entreprises dans lesquelles nous travaillons, mais qui sont l'environnement de notre quotidien, nos lieux de travail, nos lieux d'habitation, nos lieux de résidence, les services que les municipalités et les communes peuvent mettre en place, les temps de garde des enfants qui sont modifiés, il y a un certain nombre de choses qui sont comme cela. Alors, est-ce qu'on doit le prendre en compte ou est-ce qu'on les laisse nous suivre ou est-ce qu'il faut aussi les anticiper ? Je poursuis la question parce que quelqu'un en direct, en streaming, pose une question similaire. Le télétravail a été l'occasion pour des entreprises de diminuer la taille des bureaux, la mise en place du flex office, les open space. Donc voilà, il y a aussi ces questions de redéfinition de l'espace de travail qui obligent les managers à se réorganiser et qui aussi repensent les lieux de travail. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que sous un autre registre, elle nous ramène un peu à ce que disait monsieur précédemment. Je pense que la question que vous posez est aussi une question politique. Quand on parle du travail, nécessairement, nous engageons un débat hautement politique et sociétal. Ça, c'est essentiel. Et ces nouveaux modes d'organisation du travail ne font pas que bousculer le monde de l'entreprise, ils bousculent le monde tout court. Ce que vous avez décrit très justement sur les quartiers, c'est aussi quelque chose qu'on a vu de manière majeure. J'ai beaucoup travaillé sur les entreprises de la défense à l'occasion de la pandémie. J'avais créé une chaire qui s'appelait le quartier de la défense en perspective face aux crises. Vous voyez, et boum, nous arrive effectivement la pandémie mondiale. Donc autant vous dire qu'on était dans l'actualité. Les restaurants ont fermé. Je veux dire, tout ce qui avait été logé en matière de vie possible autour de ce quartier de la défense a eu évidemment des conséquences, a été des conséquences collatérales majeures. Donc je pense si nous nous positionnons au-delà de la question qui nous préoccupe ce soir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on manage le télétravail, si nous avons là ce soir un point de vue citoyen, ce que nous avons tous au fond de nous, bien évidemment, nous devons reconnaître que toutes les décisions que nous allons prendre, comme la semaine de 4 jours, comme le télétravail, le télétravail, pour répondre, on est en 6e place en Europe, la France est en 6e place. Donc, dès lors où on emboîte ces décisions, on va transformer la société. Vous avez évoqué à un moment donné le temps de travail. Le temps et l'espace sont liés dans le travail, la plupart du temps. Je travaille beaucoup sur les horaires atypiques. Décider d'ouvrir les commerces le dimanche et de basculer en télétravail, de faire la semaine de 4 jours, ce sont des décisions politiques qui vont modifier le visage tout entier de la société dans laquelle nous vivons. Ça modifie, vous l'avez évoqué, la question des gardes d'enfants, la question des transports, la question des rythmes de vie. Parler de la semaine de 4 jours, c'est formidable, tout le monde imagine que c'est un week-end de 3. Que nenni! Bien sûr que non. C'est un jour de plus dans la semaine, vraisemblablement. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore modifié les rythmes scolaires. C'est pour faire le lien avec ce que vous disiez. Donc on voit que tout est dans tout et inversement. Et qu'il est de notre responsabilité, je pense, quand on est à des postes de décision, en quelque sorte, qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit universitaire ou qu'on soit dans un syndicat qui porte sa voix, on est obligé de penser que les décisions que nous prenons en interne vont diffuser dans la société tout entière. Et que par conséquent, quand on fait une étude, moi je suis à l'ANSES, l'Agence nationale de surveillance sanitaire des populations au travail, on travaille beaucoup. À la fois, au départ, on nous demande de travailler sur des questions sanitaires, et depuis peu, l'ANSES est ouvert aux questions, je dirais, sociales du travail, c'est-à-dire les risques psychosociaux. Et ça, je crois que c'est des risques sociétaux. Donc on doit les aborder en responsabilité. Et puis il y avait une autre question, je ne me souviens plus. Oui, c'était sur... C'était sur la réorganisation des lieux dans les entreprises, vraiment, sur la diminution des tailles de bureaux. Alors, ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. Moi, j'ai une thèse de doctorat. Mon étudiante a soutenu là, au mois de janvier. Elle a fait une thèse sur le télétravail et le flex-office. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup de mal dans les études scientifiques qui sont parues les 10 dernières années à essayer à décorréler, lorsqu'on fait des enquêtes auprès des salariés, leur contentement ou leur mécontentement, on ne parvient jamais à décorréler s'ils nous parlent du télétravail ou du flex-office, parce que les deux ont été corrélés. Or, le flex-office, je crois qu'on peut le dire, n'a pas été une très grande réussite et a posé un grand nombre de problèmes. On n'a pas le temps d'en parler là, ça ferait en soi une table ronde de 6 heures. Bon.
et on n'a plus le temps. Mais très franchement, il est clair que ça fait partie effectivement des questions que nous devons nous poser parce que le télétravail s'est accompagné d'une réduction des postes. Et moi, pour résumer et répondre à cette question, dans un entretien, un salarié me dit à la Défense, moi je veux bien revenir au siège. Je veux bien. Parce qu'on disait, on va faire un retour beaucoup plus il faut revenir au sein de l'entreprise. Il a dit, moi je veux bien revenir au siège social. Encore faut-il qu'il soit social, le siège. Et je trouve que tout est résumé. Parce que revenir lorsque d'autres sont en télétravail et être en visioconférence de votre bureau avec des gens qui sont chez eux, se pose la question, vous le disiez très justement, de comment est-ce qu'on organise tout ça en ayant des temps communs de réflexion ensemble et des temps de présence qui ont du sens, mais qui ont du sens par rapport au travail et par rapport aux gens avec qui on coopère. Sauf que la coopération est souvent plus grande que l'on l'imagine. Sur le papier, on coopère avec 3 personnes. Dans la vraie vie, on coopère avec 20 personnes. Parce qu'on n'imagine pas, par exemple, que les conducteurs de centrales nucléaires, eh bien, d'une certaine manière, j'avais fait une étude sur eux, à un moment donné, leur activité dépend des entreprises de nettoyage. Donc, ça peut paraître idiot, ce n'est pas une coopération, mais à un moment donné, ce qui va se produire dans leur travail va être dépendant des horaires des femmes de ménage. Donc voilà comment on passe d'une coopération toute simple, parce qu'aucun conducteur de centrale nucléaire n'a à coopérer avec la femme de ménage qui va arriver chez lui, et pourtant, ça va impacter son activité. Donc on voit à quel point, on le disait, il faut se mettre autour d'une table et repenser le travail, mais dans sa globalité. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière, peut-être une question ? Vous avez dit tout à l'heure, et à très juste titre, que le télétravail bouleverse le monde du travail, qu'il va devoir se réinventer, qu'on va devoir réorganiser. Moi, d'un point de vue pragmatique, en tant qu'élu, je trouve que le télétravail impacte aussi le monde syndical. Parce que moi, j'ai beaucoup plus de mal d'aller voir mes collègues en télétravail. Et je voulais savoir, autour de la table, il y a des élus et des représentants. Je voulais savoir comment faites-vous avec le télétravail ? C'est une très bonne question. Je ne vais pas répondre directement, mais ça va me permettre de mettre un message politique. Le message politique de la CFE-CGC, et qui est une des conclusions de ce travail, c'est l'humain avant tout. C'est l'humain avant tout, en fait. Et moi, je me suis engagé dans le syndicalisme parce que, justement, la personne qui m'a amené au syndicalisme plaçait cette relation humaine comme numéro 1 sur l'échelle des priorités. Et voilà, on est une organisation qui n'est absolument pas dogmatique. On s'occupe de l'humain, on fait de l'humain tous les jours. Et on voit bien, en plus, on est à un moment donné où on parle de durabilité. On parle de ressources rares, de prendre soin de ses actifs. Moi, je dis toujours, l'actif le plus précieux que l'on ait, c'est la santé et le capital humain. Donc voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je mets la limite de 50%, parce que la question qui a été posée sur le burn-out, c'est une vraie question. Les risques psychosociaux, la CFE-CGC milite pour que ce risque soit plus reconnu, on a des solutions, etc. Mais effectivement, et ça a été dit dans l'enquête, comment je détecte des signaux faibles ? Et d'ailleurs, dans les besoins de formation, c'est comment détecter les signaux faibles. C'est encore plus dur si on est à distance. Et donc, effectivement, la présence au moins 2 jours ou 2 jours et demi par semaine va permettre de détecter des signaux faibles, en fait. Accepte le télétravail, mais ne donne pas plus aux salariés. Justement, les garde-fous, vous parliez de risques psychosociaux, etc. Mais en fait, le monde syndical n'a pas plus de visibilité pour autant. D'où l'importance des accords. Vous allez voir que dans les accords, il y a des super bonnes pratiques. En fait, j'avais un exemple sur Leroy Merlin, en fait, la conduite de la transformation chez Leroy Merlin. Alors, je connais bien cet exemple parce que pour 2 raisons. C'est la jeune présidente qui est une femme de 28 ans, je ne sais pas si elle a encore 28 ans, mais à l'époque, quand elle a été désignée, elle avait 28 ans, ça avait fait un buzz. Et j'ai vu un exemple de la personne qui conduit la transformation en fait, chez Leroy Merlin. Et je connais bien en plus Leroy Merlin parce qu'il s'avère que depuis quelques semaines, je vais beaucoup chez Leroy Merlin. Et je trouve que les personnes, que les collaborateurs en fait, sont plutôt sympas, toujours dans l'attente du service rendu. Et je me dis, mais comment ils font en fait ? Comment ils font pour avoir des gens souriants ? Alors parfois, il y a des gens qui sont plutôt assez embêtants, quoi, quand ils veulent une vis bien spécifique, etc., et qu'ils ne l'ont pas. Et voilà. Enfin bref. Et donc la transformation, je pense que l'humain avant tout, comme je disais, moi avant j'allais voir les gens sur place, mais à distance ça ne m'empêche pas de passer un coup de fil en fait. Passer un coup de fil, organiser les choses. Ce qu'on a vu qui est difficile à organiser, c'est la spontanéité.
tout devient officiel en fait. Parce que en fait, avant, quand je voyais quelqu'un en direct, je faisais une blague. Et puis maintenant, avec Teams, comme peut-être je suis filmé, comme il y a un chat, ça laisse une trace écrite. Donc ça, c'est compliqué en fait. Donc il faut retrouver ce lien. Voilà, il reste quand même le téléphone. Hein. Le bon vieux téléphone avec j'appelle le vendredi après-midi pour savoir comment tu vas et je laisse un message, ça fait toujours plaisir en fait. Donc il faut trouver des moyens de subterfuge. Pourquoi je parlais de Leroy Merlin, c'est l'accompagnement dans les transformations en fait. Je pense qu'à tous les stades des transformations, il faut qu'on soit accompagné, il faut que les managers soient accompagnés. Et voilà en fait. Peut-être dans un cas particulier, puisque c'est une société justement de ESN, avec des consultants qui sont répartis à droite à gauche déjà, plus le télétravail. Donc il y a une difficulté justement à arriver à fédérer tous ces salariés. Mais oui, effectivement, quand c'est dans une entreprise comme Leroy Merlin et que effectivement on se voit dans les rayons, il y a peut-être plus de cohésion que dans le cadre d'une ESN où en fait le consultant est face à son client, est un peu isolé et malheureusement il y a plus à mon avis de risques de burn-out ou de risques psychosociaux, car le salarié, avant tout, se sent complètement isolé. Et son seul interlocuteur est la direction. Moi, j'ai des salariés qui, encore il y a 3 mois, m'ont dit « je ne savais pas qu'il y avait des syndicats ». Donc, c'est quand même grave. Alors, je sais pourquoi j'ai parlé de la main, c'est qu'en fait, je voulais aussi parler de Picard. Et vous avez trouvé dans l'analyse des accords, il y a un très bon exemple chez Picard où ils ont été assez créatifs et inventifs dans ce qu'ils ont mis dans les accords en donnant des moyens pour accompagner justement les managers. Voilà. Juste pour dire, dans l'enquête qui a été réalisée par la CFE-CGC sur la branche assurance, c'était intéressant aussi, il y avait 4000 répondants, ce qui est pas petit. De mémoire, je crois que les chiffres à la question qu'est-ce qui a pu changer depuis le télétravail, 14% des salariés déclaraient avoir vu une dégradation de leur santé mentale et 11% d'entre eux déclaraient une dégradation de leur santé physique. C'est pas rien sur déjà 4000 répondants et ça nous responsabilise quant à la question que vous posez qui doit nous interroger, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit pouvoir identifier ces signaux faibles, prendre en charge finalement ces premiers signaux qui pourraient être ceux d'un burn-out, etc. C'est beaucoup plus compliqué, vous le dites, à distance. Et ça exige finalement de repenser une méthodologie. On est confronté à la même chose en tant qu'ergonomes qui nous occupons du travail réel. Comment observer un travail réel dans l'intimité du quotidien de chacun. C'est vraiment de véritables problématiques. Oui, il y a encore une question ici. Attendez, on va vous donner le micro. Juste dans la continuité de ce que vous disiez par rapport à la santé physique et mentale, moi ça me fait penser au sport en entreprise. Et de quelle manière est-ce que ça peut impacter en fait tout simplement la vie quotidienne des salariés et aussi le lien social avec les managers, parce que ça peut être une manière aussi en équipe forcément quand on part pour une séance de sport, de continuer à discuter des dossiers, mais en même temps d'avoir cette stimulation en fait tout simplement. Donc voilà, vos avis peut-être sur le sport en entreprise. On ne peut pas être contre le sport à quelques mois des Jeux Olympiques. Voilà. Ça, on est filmé, je vous rappelle, monsieur. Donc voilà, on ne peut qu'inciter à dire que le sport, c'est très très bon pour la santé, qu'elle soit mentale, psychique, sociale. Je crois que la définition de l'OMS, c'est ça. Hein, c'est un état d'équilibre entre les sphères mentales, psychiques, physique et sociale. Donc c'est très bon. La seule difficulté que je vois là, c'est quand les organisations ne se préoccupent que de mettre en place des salles de sport pour essayer de masquer les difficultés qui sont en interne. Au même titre qu'une bonne partie de badminton, un baby-foot n'a jamais arrangé les questions professionnelles à l'intérieur d'une entreprise. C'est global. C'est-à-dire que si ça vient en plus de ce que nous pouvons prendre à bras le corps pour transformer le travail dans le sens le plus favorable qui soit, c'est-à-dire sain, équitable, sûr, fiable, épanouissant pour ceux qui le font, je veux bien qu'on me propose tous les terrains de golf et les piscines du monde. Et je ne suis pas une fan. Mais je pense que si on en est là et si on n'en est que là, on passe à côté de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire qu'après ma partie de baby-foot, je retournerai à mon bureau, j'aurai autant de dossiers qu'auparavant, j'aurai un matériel peut-être défaillant, un manager pas si à l'écoute, donc les questions se poseront de la même manière. Donc que ce soit quelque chose qui vienne en supplément d'âme
parfait, que ça se substitue aux responsabilités de l'entreprise sur comment rendre un travail, une qualité de vie au travail meilleure, ça, ce n'est pas possible et pas entendable, il me semble. Voilà. J'en profite pour faire un peu de teasing sur une étude que publie l'APEC aujourd'hui sur la reconversion des sportifs de haut niveau vers des métiers cadres. Donc je vous invite à aller lire, elle est très intéressante. Ça ne me concerne pas donc. Voilà un teasing. Il y a 15 000 sportifs de haut niveau en France. Hein. Voilà, 15 000. Voilà. Et beaucoup se posent des questions justement sur leur avenir professionnel en dehors du monde sportif. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez après cette table ronde encore venir voir nos intervenants et intervenantes. Et puis je vais vous remercier pour votre écoute et je vais donner le mot de la fin à Maxime. Je vais quand même vous donner cette définition de Claire Geltang, qui conduit la transformation chez Leroy Merlin. Le manager idéal, c'est celui qui est capable d'être ouvert à des modes de fonctionnement différents et de faire travailler ensemble des personnes qui ne sont pas des copier-coller de lui-même. Voilà. Donc être curieux, aller chercher et travailler avec des gens qui soient différents. Voilà. Donc, on en arrive à la conclusion. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment des remerciements. J'ai pris de quoi noter parce que les remerciements, c'est toujours le moment difficile. Si on oublie quelqu'un, ça peut être assez dramatique. Voilà. Surtout que c'est le filmé. Voilà. Donc la première chose, je voudrais remercier les personnes qui se sont prêtées à l'exercice. On a eu plus de 4700 répondants et parmi ces 4700 répondants, donc merci aux fédérations qui ont relayé, les fédérations de la CFE-CGC qui ont relayé le message, merci aux répondants. Parmi ces 4700 répondants, 800 je crois étaient prêts à aller plus loin dans un entretien individuel, ça nous a surpris. Finalement, on s'est arrêté à 80, puis 60 et finalement 41 entretiens. Donc merci à toutes ces personnes. Merci à vous, Audrey, pour avoir modéré ces deux panels et l'avoir fait brillamment. Donc merci à vous. Merci bien sûr à l'ANACT. Donc je crois que j'aurais même dû commencer par l'ANACT, Nathalie Gauvrit qui n'est pas là. À la fois pour son financement, mais plus que ça, en fait. Tout au long du processus, Nathalie et l'ANACT a été un précieux conseil pour nous guider, pour voir si nous étions sur la bonne route. Et donc, merci à l'ANACT. Merci bien sûr à nos partenaires, donc OKDoc, ici présent, que vous avez entendu, et d'Aventure. Donc, merci pour le travail et la très agréable collaboration. Merci à l'ensemble des équipes CFE-CGC. Ça a été dit tout à l'heure, alors je vais vous citer, mais vous avez dit ensemble, enfin tout seul, on fait rien en fait. Voilà. Donc on travaille pour soi, mais on travaille aussi avec un collectif. Et effectivement, tout ça n'aurait pas pu être possible sans toutes les équipes de la CFE-CGC. Donc ça passe de la communication, ça passe par Mireille Dispo et Jean-François Foucard qui ont été mes prédécesseurs. Et je vais oublier plein de monde. Et surtout, je voudrais féliciter Laurence Matisse, qui a été là tout au long du process. Et donc toutes les équipes de la CFE-CGC. Merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps. C'était très intéressant et ça donne envie d'aller plus loin dans la découverte de la relation managériale, de savoir comment vous faites. Cet exemple de je peux être manager et je reviens, c'est très intéressant. L'éclairage de l'APEC, bien sûr, est toujours super intéressant. Et les questions de comment on repense dans sa globalité le travail. Ça m'amène à dire que ce travail s'inscrit dans un travail à l'échelle de la mandature. Nous aurons probablement un deuxième colloque dans la partie du second semestre pour aller plus loin justement dans ces réflexions. Et à très court terme, vous allez pouvoir donc retrouver ces éléments d'information donc dès ce soir, si je ne dis pas de bêtises, sur notre site internet. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver la version PDF. Vous allez pouvoir retrouver le streaming d'ici une semaine. Si je dis pas de bêtises. Et je crois que maintenant, c'est le moment de passer un moment plus agréable et d'aller plus loin dans les questions. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. J'ai oublié quelqu'un, voilà. Merci à l'équipe technique de nous avoir permis de faire tout ça. Voilà.